Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Comme vous le savez, depuis le début du confinement, en plus de la diffusion de notre conversation hebdomadaire qui est mise en ligne tous les dimanches à partir de 11 heures, nous diffusons un certain nombre de suppléments que nous appelons des badas, en hommage à Jean-François Revel qui avait ressorti le vieux mot marseillais. Ces enregistrements supplémentaires portent sur des sujets très différents, ils ont des longueurs très différentes, des formes très différentes. C'est d'ailleurs sous la rubrique, sous l'onglet Les Badas, que vous les trouvez sur notre site. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ou de savoir ce qui se passe ailleurs, plus précisément en Russie où se trouve Étienne Bouche. Étienne Bouche, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste indépendant à Moscou depuis bientôt 7 ans, c'est de Moscou donc que vous nous parlez, et j'aimerais que vous nous décriviez d'abord la situation sanitaire à Moscou. Alors, Moscou a été placé en confinement depuis le 30 mars et cette mesure elle a été généralisée depuis dans le reste du pays. J'ai des relais en région qui m'expliquent qu'effectivement, il y a des vérifications, il y a des représentants du pouvoir qui viennent vérifier si les magasins sont effectivement fermés, si les gens respectent ces mesures. Alors, la Russie est un pays vaste, comme on le sait, et c'est un pays dont on a tendance à oublier quelquefois qu'il a des frontières qui peuvent, dans cette période, poser des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé de ce point de vue-là en Russie? Ouais, alors c'est ça. Moi, j'aime à rappeler habituellement qu'il faut mesurer le fait que la Russie, c'est quand même un pays qui a aussi bien une frontière avec la Pologne qu'avec la Corée du Nord. Et donc, dans cette situation, voilà, ça pose des défis même comment diriger un pays de cette nature et de cette grandeur. Et bon, il faut savoir quand même que la situation, la Russie n'a pas pris les choses à la légère. C'est-à-dire que il faut savoir que dès le 31 janvier, la Russie a fermé son immense frontière avec la Chine. Et il faut quand même on a du mal parfois à se le représenter depuis l'Europe, mais la Russie a quand même une frontière de plus de 4200 kilomètres avec la Chine. Donc ça représentait un défi considérable. Et aujourd'hui encore, c'est l'une des zones qui est la plus surveillée parce qu'aujourd'hui, on assiste à la situation inverse, c'est-à-dire que les Chinois ont peur des retours des ressortissants qui viennent de Russie, justement. Oui, donc c'est dans l'autre sens que la frontière est fermée. La gestion en matière d'information et en matière d'action médicale, la gestion de la crise sanitaire se présente comment à Moscou et dans le reste de la Russie, pour autant que vous puissiez avoir des informations? Au départ, on a jugé en Russie que le président Poutine avait réagi relativement tardivement parce qu'il a été l'un des derniers chefs d'État à prendre officiellement la parole, à faire une allocution sur le coronavirus. C'était le 25 mars. Et finalement, la gestion de la crise, elle a grosso modo débuté après l'allocution du président. C'est-à-dire que Poutine a pris donc la parole le 25 mars. Il a adopté la posture qu'on lui connaît, la posture d'un dirigeant plutôt bienveillant. Alors, dans un premier temps, il a annoncé une semaine chômée avec maintien des salaires. Et il a laissé aux ministres et aux responsables locaux, évidemment, comme d'habitude, la mise en œuvre des mesures les plus contraignantes, les plus coercitives et donc forcément les plus impopulaires. Le problème, c'est que quand il a annoncé cette semaine chômée, les Russes ont pris d'abord ça comme la possibilité donc d'avoir des congés payés et donc ils n'ont pas forcément pris la mesure du problème. Et grosso modo, les quelques jours qui ont suivi cette allocution, on a vu notamment à Moscou, les Russes qui sortaient beaucoup, qui profitaient de cette semaine chômée. Et donc, il a fallu se montrer plus coercitif. Et sa deuxième intervention, qui est intervenue quelques jours plus tard, était finalement beaucoup plus stricte. Poutine a ordonné, il a insisté auprès des Russes en leur disant qu'il fallait qu'ils restent chez eux. Et cette période chômée, elle a été prolongée jusqu'au 30 mars. Alors, justement, jusqu'au 30 avril, pardon. Et donc, le fait que cette période chômée soit prolongée jusqu'au 30 avril a été accueilli de façon franchement contrastée en Russie parce qu'elle annonce de très grandes difficultés économiques. Parce que la mise en œuvre des mesures qui ont été annoncées par Poutine, en l'occurrence le maintien
des salaires, elle est assez hypothétique parce que les employeurs sont très inquiets, ils se demandent dans quelle mesure ils vont pouvoir prendre de telles mesures. Et puis il faut savoir surtout qu'en Russie, la majorité des habitants, de la population, n'a pas d'économie. Cette situation sanitaire a aussi eu des conséquences politiques, puisque une consultation était prévue pour, pour la modification de la Constitution, et donc du statut, du rôle du président, en l'occurrence du président Poutine. Oui, alors, et dès sa première intervention, Poutine a pris la décision qui effectivement s'imposait. Ça a été le report de cette consultation populaire relative aux amendements constitutionnels. Alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Kremlin, parce que vous vous en souvenez, au début du mois de janvier, alors que les Russes revenaient de leurs longues vacances d'hiver, la situation politique a été assez surprenante parce qu'on n'attendait rien de fondamentalement nouveau dans la politique intérieure. Et le gouvernement russe de Dmitri Medvedev a démissionné. Alors, ça a pris tout le monde de court en Russie, et même les observateurs les plus avisés. Et dans la foulée de ce remaniement ministériel du gouvernement, Poutine a engagé une réforme de la Constitution. Et tout devait aller très vite dans le projet du Kremlin. Les amendements constitutionnels, sans surprise, ont été adoptés sans résistance par les parlementaires, par la Cour constitutionnelle, et il restait à Poutine seulement l'approbation populaire. Il fallait que cette réforme soit légitimée par ce vote, parce qu'il faut savoir, le vote n'a qu'une valeur consultative. Et donc, le mois dernier, ce qui a été intéressant, c'est que c'est une députée bien connue des Russes qui a pris la parole, qui s'appelle Valentina Tereshkova. Elle est connue parce qu'elle est la première femme à être allée dans le cosmos. Et donc, elle a proposé de remettre à zéro les mandats présidentiels. Alors, en fait, c'est une démarche qui est assez claire et assumée. Il s'agit en fait de permettre à Poutine de briguer à nouveau la présidence, et ce qui lui permettrait à Poutine, en l'occurrence, de prolonger son confinement au Kremlin quelques années encore. Mais est-ce que Poutine a vraiment l'intention de rester au pouvoir? Alors là, tous les kremlinologues sont sur le feu et essayent d'interpréter un petit peu la démarche du président. Personnellement, je ne suis pas absolument convaincu que ce soit l'objectif de Poutine de rester absolument au pouvoir, mais il y a sans doute de sa part une démarche assez tactique, c'est-à-dire qu'il se laisse du temps pour voir les choses venir. Peut-être qu'il n'a pas totalement décidé ce qu'il voudrait faire, peut-être qu'il n'a pas encore d'idée de qui pourrait être son successeur. Et c'est une démarche qui a sans doute vocation à tester son entourage, la loyauté de ses collaborateurs. Après, il veut sans doute s'assurer le maximum de possibilités, parce que il faut aussi comprendre que l'échéance, elle est encore lointaine. La prochaine élection présidentielle intervient en 2024, et il ne faut pas oublier que ces dernières années, la stratégie de Poutine en politique a toujours été très imprévisible. Alors, il y a un autre sujet qui m'intrigue, c'est le sujet de l'attitude du gouvernement russe à l'égard d'autres pays. Je veux parler de l'aide qui est apportée avec une certaine publicité par les Russes à l'Italie, par exemple, ou aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on en sait en Russie? Qu'est-ce qu'on en dit et à quoi est-ce que ça correspond? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la démarche de la Russie vis-à-vis de l'étranger, elle correspond à une attitude qui est assez bien connue, c'est-à-dire que la Russie aime endosser toujours le rôle du sauveur d'un Occident qui serait affaibli. Elle est soucieuse de cette image de grande puissance, et comme on a pu le voir, elle a apporté une aide militaire, de matériel, médical, etc., à plusieurs pays, à l'Italie, à la Serbie et même aux États-Unis, ce qui est encore plus surprenant. Et à Moscou, il fallait que ces initiatives se sachent, parce que j'ai pu constater, moi, en tant que journaliste accrédité ici, que le ministère de la Défense a très largement communiqué autour de ces initiatives, avec des envois de photos, de communiqués, une dizaine par jour, et qu'on comprend que la démarche de la Russie consiste à se racheter un petit peu
auprès de l'Occident et elle accueillerait volontiers un allègement des sanctions. Et donc, c'est une carte diplomatique qu'elle joue. Et il faut savoir que pour l'Italie, quand on regarde l'Union européenne aujourd'hui, c'est un pays qui est plutôt mieux disposé que les autres à l'égard de Moscou. Et puis, dans la stratégie de Moscou, elle consiste aussi à mettre en lumière les dysfonctionnements qu'il peut y avoir dans l'Union européenne, parce que bon, les Russes, la classe politique russe a tendance à se régaler du défaut de solidarité entre les pays européens, et donc c'est une manière de montrer que bon, voilà, dans une situation de crise, on n'est pas totalement rancunier vis-à-vis des sanctions, etc., et que vous pouvez compter sur la Russie. Et puis, oui. Et puis, il faut savoir que ça a aussi un sens plus pratique pour les Russes, c'est-à-dire qu'étudier la situation en Italie, c'est aussi une manière de préparer un potentiel pic d'épidémie en Russie, parce que l'un des principaux docteurs qui s'occupe des cas de coronavirus en Russie l'avait signalé à Poutine qu'il n'excluait pas un scénario à l'italienne. On en est encore loin, parce que bon, la Russie est un pays où les gens voyagent globalement moins qu'en Europe occidentale. Donc, ça explique notamment pourquoi l'essentiel des cas se concentre à Moscou, mais c'est une éventualité dans la mesure où on sait que le système médical en Russie est assez défaillant. Étienne Bouche, quelle est la fiabilité des informations qui sont données aux Russes et comment les reçoivent-elles? Bon, alors, il faut savoir que comme partout ailleurs, il est assez difficile de savoir si les données qui sont données par le gouvernement sont fiables. Parce que, bon, la Russie, d'une manière générale, elle est confrontée à des difficultés similaires, donc très difficile d'évaluer le nombre de cas réels. Mais le cas précis de la Russie, il suscitait jusqu'à présent une certaine perplexité, parce que pendant que les pays européens se confinaient, les autorités sanitaires russes, elles recensaient un nombre de cas de contamination qui était très modeste. Et c'est ce qui a nourri une certaine méfiance d'une partie de la population, parce que bon, les Russes ont pris l'habitude d'accueillir la parole officielle avec des pincettes, et ça remonte à l'époque soviétique. Ils ont appris à lire entre les lignes. On se souvient évidemment de la façon dont a été racontée la catastrophe de Tchernobyl, et puis plus récemment aussi la catastrophe du Koursk. Et donc en Russie, depuis quelques jours, le nombre de cas déclarés explose. Ça, c'est vraiment la tendance est assez nette. C'est sans doute lié au fait que la population a commencé à être testée. Et bon, d'une manière générale, la Russie, elle semble suivre la tendance européenne, mais avec du retard. Alors, le dernier décompte fait état d'à peu près 21 000 cas, et en majorité à Moscou et dans la région de Moscou. Et aujourd'hui, le virus se propage sur l'ensemble du territoire. Il y a plusieurs autres foyers aujourd'hui, par exemple Saint-Pétersbourg et toute la région autour, et par exemple la République des Komi, qui est une république située dans le Grand Nord russe. Et donc la tendance, elle est assez préoccupante, parce que Vladimir Poutine lui-même l'a récemment signalé. Il a expliqué que l'évolution n'allait pas dans la meilleure direction. Et puis, il y a eu d'autres signaux aussi assez préoccupants du côté de la municipalité de Moscou, qui a reconnu que les services médicaux de la ville, ils étaient proches de la saturation. Et c'est pourtant, a priori, les mieux préparés du pays. Moi, en tant que journaliste, j'ai eu la possibilité de me rendre sur le chantier d'un hôpital qui est en construction en ce moment dans le sud de Moscou. C'est un hôpital, donc en fait, sur le modèle chinois, qui est construit dans le quartier de la Nouvelle Moscou. Moscou pousse comme un champignon vers le sud. Et en fait, bon, ce chantier-là, il a commencé dès le 10 mars, ce qui montre que la municipalité, elle avait quand même conscience des risques de l'épidémie. On promet que cet hôpital ouvrirait dans les 2 semaines. Et donc, le cas de Moscou, qui est quand même assez préoccupant, il suscite d'autant plus d'inquiétude pour le reste du pays, parce que bon, certaines régions ne semblent absolument pas préparées à faire face à un afflux dans les hôpitaux qui sont en région globalement sous-équipés. Et bon, c'est difficile de connaître la réalité sur le terrain, car en fait, en Russie, il faut savoir qu'il existe une sorte de loi du silence dans le milieu médical. Le personnel n'ose pas parler, de peur d'être marginalisé, et il n'y a que quelques médecins aujourd'hui qui osent faire remonter les problèmes structurels du milieu médical.
Et pour cette raison, la situation elle risque d'être assez critique dans les prochaines semaines. Pendant la pandémie, d'autres catastrophes sont possibles, et notamment autour de Tchernobyl, où il y a un incendie gigantesque. Là aussi, quel est le niveau d'information et quelles sont les réactions que vous pouvez déceler? Moi, j'ai l'impression que d'une manière générale, en faisant un petit peu la veille de l'actualité en Russie, le cas de cet incendie est passé clairement au second plan au vu de la situation qui est quand même inquiétante d'un point de vue sanitaire en Russie. Ça a été traité d'une manière générale, mais bon, voilà, le découpage qui a suivi la disparition de l'ex-URSS fait qu'aujourd'hui, c'est en Ukraine, c'est une affaire interne à l'Ukraine. Euh, je crois que les derniers développements montrent que l'incendie semble être aujourd'hui contenu et je ne vois pas plus de couverture. Il n'y a pas une couverture médiatique particulièrement étoffée sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tout ça révèle des failles du système? Alors, ce qui a été intéressant de voir en Russie, là, c'est surtout que cette crise, elle est révélatrice des problèmes de l'hypercentralisation. C'est-à-dire qu'en Russie, il faut savoir que absolument tout se décide à Moscou. C'est vraiment le principal centre de décision. C'est d'ailleurs historique. Le pouvoir russe a toujours été réticent à accorder de l'autonomie à ces territoires, de crainte que les régions les plus éloignées soient tentées de s'affranchir de la tutelle de Moscou. Il faut rappeler que la Russie, c'est une fédération et donc elle est composée de républiques avec des cultures des cultures propres. Et puis pour Moscou, le défi, c'est de garder la main sur des régions qui sont très, très, très éloignées. Il faut se rendre compte que quand on est à Vladivostok, Moscou, c'est une ville bien lointaine. Et donc, la nécessité pour le pouvoir central, c'est de nommer des gouverneurs qui soient absolument loyaux. Et c'est ce qui explique qu'en Russie, les responsables régionaux, ils ont tendance à attendre des instructions de Moscou. Et c'est pourquoi l'allocution de Poutine sur le coronavirus, elle était très attendue parce qu'on ne prend pas d'initiative sans le feu vert, qu'il soit officiel ou simplement tacite du chef. Alors à Moscou, c'est un peu différent parce que le maire de la ville, Sergueï Sobyanin, joue un rôle particulièrement important parce qu'il est à la tête de la cellule de crise, il est bien informé, il s'est permis d'avertir le président en lui expliquant que la situation était grave et qu'il était nécessaire de prendre des dispositions particulières. Et donc, ce qui a été intéressant, c'est finalement la deuxième allocution de Poutine parce que l'esprit de cette allocution, il tranchait avec la politique habituelle en Russie, c'est que Poutine a chargé les gouverneurs et les responsables locaux de prendre les mesures adaptées aux situations locales, ce qui fait que les gouverneurs qui sont loyaux et pas très contrariants en général se retrouvent aujourd'hui à devoir gérer une situation de crise. Et puis pour Poutine, c'est aussi une manière de se décharger des responsabilités si les résultats s'avéraient mauvais. Et donc aujourd'hui, la pression est particulièrement forte sur les responsables régionaux qui doivent faire leurs preuves. Pendant cette crise de politique intérieure, la politique extérieure continue. Et pour la Russie et pour Poutine, une bonne part de la politique extérieure, c'est la politique pétrolière. Récemment, Poutine a pris des positions qui ont été pour le moins contrastées. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Bon, déjà, il faut savoir que la question, elle est cruciale pour la Russie parce que c'est un immense producteur de pétrole. C'est une ressource qui a une importance absolument capitale pour l'économie du pays. Et dans ce contexte de l'épidémie de coronavirus, la chute du cours a entraîné, a attisé les tensions entre les principaux pays producteurs. Alors, il y a d'un côté l'Arabie saoudite qui, elle, veut une diminution de la production pour soutenir les prix, et la Russie, de son côté, n'est pas d'accord pour baisser davantage sa production, parce qu'il faut rappeler que la Russie, elle s'était déjà engagée dans le passé, dans un accord qui date de 2016, à baisser cette production. Et jusqu'à présent, Poutine avait pris en considération l'avis des grands producteurs russes qui, eux, ne voulaient pas perdre leur part de marché dans ce contexte. Et puis, alors, il faut comprendre que c'est en fait le président américain, Donald Trump, qui poussait l'Arabie saoudite et la Russie à s'entendre parce que la surabondance des stocks mondiaux met en fait en péril la production de pétrole de schiste américain. Alors, à Moscou, on a d'abord refusé d'aller vers un accord
parce que bon, pourquoi ménager les États-Unis au détriment de ses propres intérêts? La Russie, elle assurait qu'elle était en mesure d'affronter une chute des prix, parce que c'est important de le souligner, en fait, le pays s'est constitué d'importantes réserves en cas de coup dur, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est un peu une priorité pour la Russie depuis 2014, être en fait le plus résistant au choc extérieur. Alors difficile de savoir combien de temps la Russie aurait pu tenir avec ses réserves. En tout cas, Poutine est revenu aux négociations et la Russie a finalement accepté, là, ces jours-ci, une baisse de production que l'on présente comme historique. L'entourage, qui est plutôt libéral de Poutine, estimait que l'absence d'accord aggraverait plus encore l'économie russe. Et on peut imaginer aussi que la Russie espère obtenir par cette concession un allègement des sanctions américaines. Étienne Bouche, merci, et puis bonne continuation et bon travail à Moscou. Merci.